Bonjour Jean-Michel Quatrepoint. Bonjour. Vous êtes essayiste, membre du comité ROL qui publie Bienvenue dans le pire des mondes aux éditions Plomb. Alors il y a beaucoup de choses, beaucoup d'idées fortes dans ce livre. L'une d'entre elles, c'est le constat d'une fin de cycle libéral entamé selon vous en 71 avec la fin du système de Bretton Woods. Alors première question, est-ce qu'on peut analyser les événements récents, le Brexit, l'élection de Donald Trump, comme des manifestations de cette fin de cycle? Oui, c'est une manifestation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est à quoi a-t-on assisté depuis un peu plus de 40 ans. Vous l'avez dit, et nous l'avons dit, ce cycle néolibéral commence en 1971, le 15 août 1971, lorsque les Américains abandonnent l'axe du dollar avec la couverture or. Les changes deviennent un marché. Pendant 8 ans, 9 ans, l'école de Chicago et les think tanks américaines néolibérales vont préparer un corps de doctrine économique et politique. Ce corps de doctrine économique et politique, ce sont Reagan et Thatcher qui vont l'appliquer dans les années 80. Et là, nous avons un changement complet par rapport au keynésianisme ancien. Et la France va basculer dans ce cycle néolibéral, en fait, avec le tournant de la rigueur en mars 83, etc. Et l'Europe se met à l'heure néolibérale. Les Américains expliquant, en disant, nous dérégulons, nous cassons nos monopoles d'entreprise, je pense à AT&T, IBM, etc., le transport aérien, mais monopole aussi des syndicats. Donc, nous redonnons de la liberté, du dynamisme, c'est la vision schumpeterienne de l'économie, à notre économie, mais c'est la concurrence qui ne doit pas être faussée, donc vous allez appliquer les mêmes règles que nous. Et progressivement, effectivement, le Japon, l'Europe se mettent aux normes américaines, aux nouvelles normes néolibérales. Arrive l'effondrement de l'URSS, et à partir de 1990, nous avons un seul système qui règne sur le monde, on va appeler ça la fin de l'histoire, et ce système, c'est le système démocratique, néolibéral, l'économie de marché qui gère partout. Et donc, on abolit les frontières et on va vers plus de libre-échange, toujours plus de libre-échange. Et c'est la course, à ce moment-là, d'un seul coup, avec l'effondrement du communisme, vous avez tous les pays qui étaient sous la botte de l'Union soviétique qui arrivent sur le marché avec leurs travailleurs. L'Europe s'élargit à l'Est, et vous avez quelques centaines de millions de personnes, une main-d'œuvre bon marché. Pour les entreprises allemandes, ça a été très bénéfique. Et au niveau mondial, vous avez la Chine, effectivement, qui, depuis Deng Xiaoping, a joué le jeu d'une économie de marché, tout en restant fondamentalement nationaliste et communiste. Et pendant ces années 90, vous avez eu aussi la rencontre des néolibéraux, qui sont conservateurs dans l'âme. Reagan, Thatcher, c'est des conservateurs dans l'âme, et conservateurs notamment aussi sur le plan des mœurs, de la société. Et vous avez cette rencontre de la troisième gauche, incarnée par les Clinton et Tony Blair en Grande-Bretagne, qui adopte évidemment les thèses néolibérales, libre-échangistes absolues au domaine économique, mais sociétales dans le domaine des mœurs et de la société. C'est l'alliance des libéraux et des libertaires. Exactement. Et ça, c'est la grande nouveauté du début des années 90. Donc, finalement, le marché, c'est quoi? Ce sont des individus. Et les individus, ce sont les droits de l'individu. Et donc, il y a cette rencontre qui fait qu'au passage, on supprime les intermédiaires. Tout ce qui est collectif, à commencer par l'État, doit être voué à disparaître. Et c'est le règne du marché, et donc le règne des entreprises, et spécialement des entreprises multinationales, qui vont évidemment profiter de ce mouvement de délocalisation vers les zones à bas coût de main-d'œuvre, et fabriquer les produits en Chine, on connaît tout ça maintenant, mais développer le commerce mondial, c'est un phénomène très important. Parce que ce mouvement libre-échangiste mondialiste s'est développé sur la multiplication des flux et des échanges. Et vous avez le taux de progression du commerce mondial qui progresse 4 fois plus vite que le taux du PIB. Donc ce mouvement brownien des marchandises, en quelque sorte, se répercute aussi sur les entreprises qui dissèquent leurs produits en de multiples sous-ensembles et choisissent là où la fabrication du sous-ensemble est le moins cher. C'est la complexification des chaînes de valeur. Exactement. On détermine les chaînes de valeur. Et vous voyez, par exemple, l'industrie automobile américaine, aujourd'hui, entre le Mexique, c'est un des problèmes de Trump, entre le Mexique et les États-Unis, l'industrie automobile a délocalisé au Mexique. Mais vous avez 8 allers-retours de sous-ensemble entre les États-Unis et le Mexique. Donc la chaîne de valeur est complexe. Et au passage, qui est gagnant? Alors évidemment, ce ne sont pas les ouvriers américains, c'est clair. Ce n'est pas non plus les ouvriers, contrairement à ce qu'on a pu croire à un moment, les ouvriers mexicains qui, depuis 6 ans, n'ont pas vu leur salaire augmenter. Ce sont les multinationales. Et elles gagnent comment? Elles gagnent doublement parce qu'elles diminuent les coûts et en même temps,
elles optimisent fiscalement, parce qu'on a assisté à une vague d'optimisation fiscale absolument démentielle vers les paradis fiscaux, etc. Et là, les multinationales ont gagné énormément d'argent. Mais alors, qu'est-ce qui peut venir après ce cycle néolibéral? C'est le retour des nations, une revanche du politique? Pourquoi pas? En 2008, ce cycle s'achève dans la grande crise. C'est-à-dire qu'on a fait de la fuite en avant dans l'endettement privé, notamment aux États-Unis. C'est-à-dire que les pauvres, les classes moyennes, ne pouvant plus, n'ayant plus de salaire suffisant, donc on a compensé en les lançant dans l'endettement. Arrive la crise des subprimes de 2008, et on a pensé à l'époque, moi aussi j'ai pensé, que Barack Obama avait été élu pour remettre de l'ordre dans la boutique, hein, remettre de l'ordre aux États-Unis dans le rapport au pouvoir avec les multinationales, et en fait, il s'est fait complètement phagocyter par Wall Street et le big business, que ce soit par le big business de la Silicon Valley, le big business des entreprises, le big business de Wall Street. Il a cédé. Et donc, ils n'ont rien fait, au contraire. Ils se sont lancés dans une fuite en avant, en disant, finalement, si ça ne marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas encore assez de libre-échange. Hein, si ça ne marche pas, eh bien on va encore faire plus de libre-échange avec les accords de commerce TPP sur le Pacifique et le TAFTA sur l'Atlantique, et on va encore plus numériser. Et là-dessus, vous avez la civilisation numérique californienne qui s'est engouffrée dans la brèche, qui était très liée à Barack Obama, hein, et qui se dit, eh bien, on va effectivement aller vers un système où finalement le politique, on n'a plus besoin des politiques. Hein, c'est notre système économique, nous avons fait nos preuves dans la Silicon Valley, ça marche, eh bien, donnons le pouvoir aux multinationales, et spécialement aux multinationales du GAFAM. Et la grande différence, c'est qu'en l'espace de quelques années, sous les présidences de Barack Obama, le numérique a pris un pouvoir considérable. Les entreprises du numérique, elles sont en situation de monopole quasiment mondial, à part les Chinois, et elles pèsent aujourd'hui, les 5 principales entreprises du numérique pèsent 2000 milliards de dollars. Mais alors, si je comprends bien, le nouveau cycle néolibéral, c'est encore pire que celui d'avant. Oui. Vous avez aimé la financiarisation et vous allez adorer la numérisation. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les populations, notamment en Occident, ont bien compris que ce cycle néolibéral, il les a paupérisés en grande partie. Hein, et que vous avez eu un creusement des inégalités. D'un côté, effectivement, les hyper riches sont toujours plus riches, les multinationales sont toujours plus puissantes, et qu'en même temps, en dessous, vous avez les classes moyennes qui basculent dans les classes populaires. Alors dans des pays comme la France, on a mis des filets sociaux, etc. Les classes populaires ont été moins maltraitées qu'aux États-Unis ou qu'en Grande-Bretagne, mais globalement, si vous voulez, vous avez cette masse de gens paupérisés qui n'arrivent plus à joindre réellement les deux bouts, qu'on subventionne ou pas, selon les pays, et puis vous avez l'hyper-élite. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez une pyramide des âges et du travail qui était logique, une pyramide. Maintenant, c'est un sablier. Vous avez une petite part en haut qui s'est fortement enrichie, y compris dans le tiers-monde. Vous avez eu les classes moyennes chinoises qui sont constituées, ça c'est un fait. Et puis, vous avez une masse en bas qui est en train de grossir. Hein, entre 0,8 fois le SMIC et 2,5 fois le SMIC. Hein, mais vous ne faites pas fortune avec 2,5 fois le SMIC. Vous ne pouvez pas progresser. Hein, et comme l'immobilier coûte de plus en plus cher, en plus, c'est de plus en plus difficile. Donc c'est ça ce qui est en train de se passer. Les gens ils réagissent à ça. Donc ils réagissent comment? Ils réagissent par le bulletin de vote. Donc le problème, ce n'est pas de crier haro sur les populistes, c'est pourquoi il y a des populistes. Il y a des populistes parce que le système a failli, c'est tout. Alors, dernière question, Jean-Michel Quatrepoint. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochaines années? Un changement de nature de la mondialisation, avec peut-être un ralentissement des échanges commerciaux, mais dans le même temps une globalisation, une uniformisation Le changement, il est déjà à l'heure, puisque déjà on voit depuis 3 ans que le commerce mondial progresse moins vite que le PIB mondial. Alors on dit c'est épouvantable, etc. Je ferai une remarque. Ce mouvement brownien des marchandises n'est pas pour rien dans la pollution et dans les phénomènes climatologiques. Parce que les avions, les cargos, les porte-conteneurs, les camions qui circulent dans tous les sens pour faire passer les sous-ensembles, ça pollue. Hein. Donc il y a un mouvement naturel qui est en train de s'opérer d'une certaine relocalisation. Alors on relocalise comment? Effectivement, en faisant de nouvelles usines qu'on robotise, c'est clair. Ce qui pose un petit problème à terme à l'emploi. Hein. Mais on va relocaliser, c'est déjà ce qui se passe dans un certain nombre de pays, de façon
presque marginal, mais c'est en train de se passer. Vous avez aussi autre chose qui est, on voit, Internet permet aussi, parce qu'il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, hein, Internet permet aussi de simplifier les circuits entre le consommateur et le producteur. Je pense notamment, on dit qu'il faut produire plus local et penser moins global. Hein. C'est-à-dire, dans le domaine agricole notamment, c'est un pays comme la France, nous pouvons effectivement rapprocher les producteurs des consommateurs sans passer par le cycle forcément des hypermarchés. Hein, sans que les marchandises transitent vers un lieu de stockage qui est à 500 km et reviennent ensuite sur les lieux de consommation. Donc il faut aller vers des circuits courts et responsabiliser les gens au niveau local. Et puis, il faut ensuite qu'au niveau mondial, on va reterritorialiser. C'est-à-dire qu'on va réavoir des grands ensembles, l'Amérique, l'Asie, l'Europe. Hein. Et ces grands ensembles, je pense, vont recommercer un peu plus entre eux, hein, ce qui ne veut pas dire qu'on va avoir des guerres commerciales. J'espère qu'on n'aura pas de guerre commerciale. Mais c'est clair qu'on va avoir une période d'ajustement où il va y avoir des bras de fer. C'est évident. Bras de fer entre les États-Unis et la Chine. Bras de fer, alors l'Europe dans tout ça, comme l'Europe n'existe pas, on ne sait pas très bien comment elle va essayer de tirer son épingle du jeu. Puis le problème de la Russie. Bon, est-ce qu'on peut laisser la Russie de côté? Est-ce qu'on peut l'ostraciser, la diaboliser, comme une partie des États-Unis, je pense au clan Clinton, voulait le faire et veut le faire? C'est un vrai sujet. Est-ce que nous allons nous laisser embarquer dans cette bagarre avec les Russes? Bon, les Russes ont des défauts et des qualités, hein, mais ce n'est pas le diable qu'on veut nous présenter trop souvent, notamment les Américains aujourd'hui. Mais dans le même temps, il y aura un essor des échanges dématérialisés, donc une poursuite de la mondialisation bien sûr. sous une autre forme. La question qui se pose aussi à nous, c'est comment allons-nous exercer un contrôle sur les GAFAM, hein, sur ces multinationales toutes puissantes qui veulent se passer des États. C'est clair, elles l'ont écrit, elles l'écrivent, continuent de l'écrire, elles veulent se passer des États, elles veulent casser les États et casser la représentation politique. Bon. Or, la démocratie, c'est quand même la représentation politique. Hein, et les États sont la représentation des démocraties. Alors, c'est imparfait tout ce qu'on veut, mais ça fonctionne. Et donner le pouvoir à ces GAFAM et au docteur Folamour de la Silicon Valley, non. Oui à Internet, non au docteur Folamour de la Silicon Valley. Au risque de basculer dans le soft totalitarisme. Exactement. Merci beaucoup Jean-Michel Quatrepoint. Pour ceux qui veulent aller plus loin, bienvenue dans le pire des mondes aux éditions Plomb. Merci beaucoup. Merci.